Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire. Je vous prie de nous excuser pour ces quelques minutes de retard. Nous avions quelques soucis techniques, mais c'est tout réglé. Je suis Ariel Guillaumeau, avocate au cabinet Hublot Lepage et aujourd'hui nous allons parler de greenwashing et plus particulièrement de ce qui se passe en Europe en ce moment autour de cette notion. Si j'arrive à lancer le PowerPoint, c'est mieux. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est le greenwashing ou pour parler un français plus correct, éco-blanchiment. On parle aussi de blanchiment écologique ou de verdissement d'image. Alors, plus on va dans les expressions, plus on part vers le Québec, j'ai l'impression, mais éco-blanchiment, ça reste quand même quelque chose d'assez utilisé. Aujourd'hui, en France, il n'y a pas vraiment de définition légale de l'éco-blanchiment ou du greenwashing. Très concrètement, le greenwashing, on pourrait le résumer en une phrase, une expression, c'est une allégation environnementale qui est trompeuse. Alors, on n'a pas non plus de définition de l'allégation environnementale. On va en parler tout à l'heure. L'allégation environnementale, on a un projet de définition de l'allégation environnementale dans les directives dont je vais vous parler. Je voulais vous spoiler dès le départ ce qu'est une allégation environnementale, même si cette définition n'est pas définitive. Je pense qu'elle reprend beaucoup d'éléments qui sont importants et qu'il est important d'avoir en tête dès le départ pour cette présentation. Alors, qu'est-ce que c'est une allégation environnementale? C'est tout message ou toute représentation qui n'est pas obligatoire en vertu du droit de l'Union ou du droit national, donc ce n'est pas des mentions obligatoires. On considère que ce n'est pas une allégation environnementale. Ça peut être un texte, ça peut être une image, ça peut être un graphique, ça peut être un symbole, ça peut être n'importe quoi. Toute expression finalement, presque. Ça peut être des étiquettes, des noms de marques, des noms d'entreprises. Votre nom d'entreprise peut être une allégation environnementale, un nom de produit bien évidemment, qui est communiqué dans le cadre d'une communication commerciale et qui vient nous dire qu'un produit, une catégorie de produits ou un vendeur de produits, un opérateur a un impact sur l'environnement qui serait positif ou nul, ou qui est meilleur que ses concurrents, ou qui a amélioré son impact au fur et à mesure du temps. Alors, quels sont les enjeux? Pourquoi aujourd'hui je vous parle d'allégation environnementale? Pourquoi je vous parle de greenwashing? Je pense qu'une image vaut 1000 mots. Les actions de la société civile de manière générale, j'allais dire des ONG, mais ça dépasse les ONG, se multiplient contre les entreprises. Et je dirais même que le greenwashing est la porte d'entrée de la majorité des actions des ONG et de la société civile contre les entreprises aujourd'hui. C'est l'argument massu utilisé par la majorité d'entre elles. Vous avez, voilà, rien que sur cette slide, j'ai tapé action judiciaire greenwashing dans Google et dans LinkedIn. C'est les premiers résultats sur lesquels je suis tombée, mais il y en a des centaines d'autres. Contre des compagnies aériennes, vous voyez des sociétés qui vendent des téléphones, vous voyez des sociétés qui vendent des produits cosmétiques, vous voyez des voitures, des sociétés de voitures, Total, évidemment. Toutes ces sociétés font aujourd'hui l'objet d'actions judiciaires ou de communication, puisque vous voyez par exemple qu'à droite, vous avez des collectifs qui, tous les mois, je crois, proposent des panthéons du greenwashing. Donc voilà, elles sélectionnent des publicités d'entreprises pour dénoncer en fait finalement ce qu'elles estiment être du greenwashing. Vous avez donc aujourd'hui un enjeu qui est à la fois réputationnel pour les entreprises, mais également judiciaire avec des sanctions, puisque pour entrer un petit peu dans l'aspect juridique des choses, aujourd'hui en France, le greenwashing est surtout encadré par le régime des pratiques commerciales trompeuses, qui est un régime qui est très ancien et qui consiste finalement à sanctionner les pratiques qui viennent comment dire, induire en erreur le consommateur. Et c'est sur ce fondement-là que la société civile, les associations, mais vous avez aussi des personnalités qui se sont distinguées, qui viennent voilà, un peu comment dire, épingler des sociétés sur leur publicité, sur ce fondement des pratiques commerciales trompeuses. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui en France comme règle? Parce que je vais vous parler de ce qui va se passer en Europe, mais j'aimerais qu'on ait quand même en tête ce qui existe aujourd'hui en France, parce qu'il n'y a pas rien en France. Donc, je vous le disais aujourd'hui, le cadre du greenwashing aujourd'hui, c'est surtout les pratiques commerciales trompeuses.
ça va beaucoup plus loin que tout ce qui touche à l'environnement. Les pratiques commerciales trompeuses, vous en avez plein en tête. C'est les arnaques, c'est plein de choses au quotidien qui dépassent bien évidemment le cadre des allégations environnementales. Mais vous avez, depuis la loi climat, une sanction plus importante quand ces pratiques commerciales trompeuses portent sur des allégations environnementales. Vous avez également une interdiction plus spécifique de toutes les mentions un peu vagues du style bon pour l'environnement, respectueux de l'environnement, vert, ami de la planète, biodégradable, enfin tous ces trucs-là qui sont trop vagues, qui ne veulent rien dire, sont interdites, purement et simplement. Vous avez également une interdiction de mentionner neutre en carbone sur vos publicités, sauf si vous avez si vous produisez un bilan sur les émissions de gaz à effet de serre qui permet de justifier que cette allégation est effectivement vraie. Mais si vous n'êtes pas en mesure de produire ce bilan et de communiquer, bien évidemment, ce bilan sur les émissions de gaz à effet de serre de votre entreprise, dans ce cas-là, vous n'avez pas la possibilité d'indiquer neutre en carbone sur la publicité. Et je voudrais faire un dernier point sur le jury de déontologie publicitaire. Ces dernières années, on a vu une popularité croissante du jury de déontologie publicitaire, qui est en fait un organe de l'autorité de régulation professionnelle de la publicité, qui est donc une autorité qui n'est pas une autorité publique. C'est une autorité qui découle des organisations de la publicité elle-même, donc des publicitaires, des médias, qui regroupe plusieurs parties prenantes, dont des associations parfois. Et donc, elle a un organe qui s'appelle le jury de déontologie publicitaire que vous pouvez saisir, vous comme moi, comme n'importe qui, les associations, toute personne peut saisir le jury de déontologie publicitaire pour qu'il rende un avis sur une publicité par rapport à un code de déontologie qui a donc été édicté par cette autorité de régulation professionnelle de la publicité. Ces avis, ce ne sont pas des avis juridiques contraignants, ce ne sont pas des magistrats qui siègent au JDP, ce sont des professionnels de la publicité avec d'autres parties prenantes. Donc, ils n'ont pas de valeur contraignante, ils ne sont pas en mesure de sanctionner la personne qui a mis cette publicité, la société qui aura mis cette publicité qui ne serait pas conforme au code de déontologie, dans lequel se trouve une règle sur le développement durable. Le JDP n'a pas non plus la possibilité de sanctionner en faisant retirer la publicité, mais on constate que les avis du JDP, bien qu'il n'ait vraiment aucune valeur contraignante pour les acteurs, font l'objet de plus en plus de publicité de la part des gens qui saisissent le JDP et qui vont même parfois à dire voilà, le JDP a condamné telle société. Et en fait, dans la tête de certaines personnes, la tête de la société civile qui n'est pas forcément au fait de ces subtilités, les avis du JDP ont pris une valeur aujourd'hui presque contraignante, enfin en tout cas plus importante. Et donc il y a un vrai risque réputationnel là aussi, puisque les avis du JDP sont rendus très rapidement et la procédure de saisine est très facile. Donc vous pouvez aller sur le site du JDP, vous trouvez une pléthore d'avis et je dois dire que son activité sur le greenwashing aujourd'hui est vraiment très intéressante et il y a beaucoup d'avis qui sont rendus par le JDP. Donc je voulais juste faire un petit point sur ce JDP puisque vous avez peut-être vu passer des publications, notamment sur les réseaux sociaux, qui font état de ces avis, mais ce ne sont pas des avis contraignants. Mais en tant qu'entreprise, vous avez un risque réputationnel assez fort, je crois, aujourd'hui, et de plus en plus fort, à avoir un avis finalement qui jugerait que votre publicité n'est pas conforme au code déontologique de la RPP. Voilà un peu le cadre aujourd'hui en France. Alors, je vous ai menti, il n'y a pas une, mais deux directives dont nous allons parler aujourd'hui, bien que je vais vraiment me concentrer sur la deuxième. Mais pourquoi je vais vous parler de deux directives ? Je vous ai expliqué que le cadre du greenwashing et de la sanction du greenwashing aujourd'hui en France, c'est les pratiques commerciales trompeuses. Et en réalité, c'est exactement la même chose au niveau européen. Au niveau européen, vous avez une directive sur les pratiques commerciales trompeuses. On va l'appeler, la directive, c'est la directive de 2005, voilà, pour faire simple. Vous avez aujourd'hui une proposition pour modifier cette directive de 2005 sur les pratiques commerciales trompeuses, qu'on appelle la proposition de directive Empowering Consumers.
Pourquoi je vous en parle? Parce que c'est cette directive qui introduit une définition de ce qu'est une allégation environnementale. C'est donc très important puisque c'est elle qui va poser le cadre de quoi on parle, qu'est-ce que c'est une allégation environnementale. Cette définition, je vous ai déjà spoilé, c'est la définition que je vous ai lue tout à l'heure en introduction. Voilà pourquoi je vous parle de cette directive. La deuxième directive qui est importante et dont je vais vous parler plus en détail, c'est la directive Green Claims. Cette directive, concrètement, elle fixe toutes les règles concernant la communication des allégations environnementales. Donc en fait, la directive Green Claims est adossée à cette directive sur les pratiques déloyales, la directive Empowering Consumers. Si vous voulez, la directive pratique déloyale, c'est un peu la directive générale, et la directive Green Claims, c'est la directive qui fixe les règles spéciales concernant les allégations environnementales. Et c'est celle-ci dont on va parler aujourd'hui. Alors, où en est-on au niveau du parcours législatif européen? Donc, pour ce qui concerne la directive sur les pratiques commerciales déloyales, donc la directive Empowering Consumers, le vote du Parlement européen sur le texte est prévu le 15 janvier 2024, donc le texte est assez avancé et a priori, courant 2024, on aura un texte définitif. La directive Green Claims est un peu moins avancée puisque là, on en est encore au travail dans les comités. Et il y aura un premier vote, première lecture, le 15 mars 2024 sur le texte qui aura été préparé en comité. Voilà pour où on en est au niveau du parcours législatif européen. Alors, il y a deux choses dont je voudrais parler concernant cette nouvelle directive Green Claims. Deux grands corpus de règles qui sont fixés par cette directive Green Claims. Il y a tout d'abord les règles concernant les allégations environnementales en elles-mêmes. Et il y a tout un corpus de règles concernant les labels environnementaux, puisque la Commission européenne, dont émane cette proposition de directive sur les Green Claims, a considéré que la prolifération des labels environnementaux fait partie des choses qui sont vraiment de nature à induire en erreur le consommateur. C'est vrai qu'en tant que consommateur lambda, même non expert de la communication environnementale, on est bombardé de labels, de Nutri-Score, de bio, voilà. On a tout un tas de labels aujourd'hui qui nous sont proposés et la Commission européenne estime que ça fait partie des choses, déjà ça fait partie de la communication environnementale et ça fait partie des choses qui induisent en erreur les consommateurs. Alors, première partie, les règles concernant les allégations environnementales à proprement parler. Donc, je vous ai expliqué ce qu'était une allégation environnementale. À partir de maintenant, lorsque cette directive sera mise en œuvre et que les États membres auront pris des dispositions pour la transposer dans leur droit national, la directive fixe des nouvelles règles pour communiquer sur ces allégations environnementales. Donc, en gros, pour communiquer sur l'impact environnemental de vos produits. Il y a 3 choses impératives que vous devez retenir. Si vous devez retenir 3 choses de cette présentation, c'est maintenant qu'il faut écouter. La première chose, c'est que vous devez impérativement justifier les allégations sur lesquelles vous allez communiquer. Si vous me dites, mon produit, je ne sais pas, émet moins 26% de carbone par rapport au produit que j'ai précédemment commercialisé, vous devez impérativement être en mesure de justifier cette allégation. Je vais expliquer après comment on justifie. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que toutes les informations sur le produit et la justification de cette phrase, mon produit émet moins 26% de carbone par rapport à l'ancien produit, doivent être disponibles directement avec le produit lorsque vous le vendez. Ça doit être sous forme physique, ça peut être un lien, ça peut être un QR code. Mais le consommateur doit pouvoir accéder directement à la justification de cette allégation environnementale. Et la troisième chose, et peut-être la plus importante, c'est que vous ne pouvez pas communiquer sur une allégation environnementale sans qu'elle ait fait l'objet d'une vérification et d'un certificat de conformité avant la communication. C'est-à-dire que vous devez faire vérifier toutes vos allégations environnementales avant de les rendre publiques. Vous devez faire certifier, je le répète 3 fois parce que c'est vraiment important, vous devez faire certifier vos allégations environnementales avant qu'elles deviennent publiques. Je vais peut-être élaborer un petit peu juste sur cette procédure de certification.
vous avez dans la directive une procédure qui est prévue, donc un certificat de conformité qui sera délivré par un organisme tiers, bien évidemment. Vous ne pouvez pas vous auto-certifier, sinon c'est pas drôle, qui devra vous délivrer un certificat. Donc, ça implique évidemment un tas de choses. La première chose auquel on pense sur le plan opérationnel, c'est bien évidemment au niveau du timing, du tempo des communications. Vous devez intégrer le fait que vous aurez une vérification en ex ante, si vous voulez, de cette allégation environnementale que vous souhaitez faire. Petite précision, les micro-entreprises ne sont pas concernées par cette obligation de certification de conformité, sauf si elles le souhaitent. Elles peuvent le faire, mais ce n'est pas une obligation. Ça, ce sont les 3 informations les plus importantes que vous devez retenir de cette directive. Justifier les allégations environnementales, rendre disponibles les informations sur cette justification et les faire vérifier avant toute publication. 2 autres points importants sur les règles concernant la communication sur ces allégations. Si la phase d'usage du produit a un impact significatif sur l'ensemble du cycle de vie du produit. Je prends un exemple, vous achetez un shampoing. Il y a des impacts qui sont liés à la production de la bouteille en plastique, à la production, je sais pas, à l'extraction des ingrédients nécessitant voilà, que vous mettez dans le shampoing en lui-même. Et il y a un impact aussi à la phase d'usage puisque vous utilisez de l'eau pour faire mousser le shampoing. Si cette phase a un impact significatif dans l'ensemble de l'analyse de cycle de vie du produit, alors vous devez informer sur cette phase et informer l'utilisateur sur comment il doit utiliser le produit, par exemple en économisant l'eau, dans mon exemple. De même, si votre allégation repose sur une performance future du produit, du style bientôt ce produit sera 100% neutre en carbone, alors vous ne pouvez pas vous contenter de dire ça. Vous devez dire il doit y avoir un engagement en fait avec une date précise. En 2026, nous nous engageons à ce que 80% de notre flotte roule à temps. Il faut que ce soit précis, justifié. En gros, cette directive, elle repose sur une idée globale. On arrête les allégations environnementales fumeuses. Il nous faut du précis, il nous faut du justifié. Vous avez évidemment la possibilité de communiquer sur les impacts environnementaux de vos produits. Le but n'est pas de vous dégoûter ou de vous dissuader en fait d'améliorer l'impact environnemental de vos produits, puisque c'est vrai qu'avec cette multiplication de règles, on pourrait se dire bon bah pourquoi je m'embête, j'aurais même pas le droit de communiquer sur l'impact environnemental de mon produit. Le but n'est pas ça. Le but, c'est que quand vous communiquez sur l'impact environnemental, vous communiquez de façon réelle. Vous n'inventez pas. C'est pas parce que vous avez réduit l'impact carbone de votre produit que votre produit devient un produit vert. Non. Vous avez réduit l'impact carbone. De combien, comment, etc. C'est comme ça. C'est juste une façon d'être transparent avec le consommateur. C'est l'idée générale. Alors, comment on justifie d'une allégation environnementale ? Ce que la commission appelle justification des allégations environnementales, en fait, c'est une justification sur le plan scientifique. Toutes les allégations environnementales que vous allez faire, elles doivent faire l'objet d'une évaluation. Cette évaluation, elle doit préciser d'abord si cette allégation, elle porte sur tout le produit, sur une partie du produit, sur certains aspects du produit, sur toutes les activités du vendeur, sur certaines activités du vendeur, sur certains aspects. Il faut que ce soit précis. Ensuite, évidemment, l'allégation doit s'appuyer sur des preuves scientifiques largement reconnues. Je pense que c'est une évidence, mais il faut le rappeler. Il n'y a pas d'évidence, en fait. Au contraire, il n'y a pas d'évidence. Il faut que vous vous appuyiez sur des preuves scientifiques qui sont reconnues. Ensuite, vous devez démontrer que l'allégation environnementale sur laquelle vous communiquez, les impacts sur lesquels vous communiquez sont significatifs du point de vue du cycle de vie. Alors, il y a 2 choses là-dedans. Il y a, vous ne devez pas faire un effet loupe sur une partie du cycle de vie du produit qui serait finalement minime par rapport à l'impact réel. Par exemple, je ne sais pas si vous importez une plaquette de cacao, de chocolat, que vous vendez une plaquette de chocolat, et que l'impact majeur du produit, c'est la déforestation au Brésil. Si vous communiquez sur l'encre biologique de l'emballage de la plaquette de chocolat, bon bah c'est pas significatif sur l'ensemble du cycle de vie du produit. C'est pas ça l'aspect le plus significatif sur lequel il faut jouer, si vous voulez. Et la deuxième chose, c'est carrément, il faut que ce soit pertinent par rapport au produit.
Je vous donne un exemple. Si vous commercialisez une ramette de papier et que vous me dites il n'y a pas de plastique dans cette ramette de papier. Alors oui, c'est vrai, il n'y a pas de plastique dans cette ramette de papier, c'est très bien. Alors je ne suis pas experte sur le marché des ramettes de papier, mais je ne pense pas que ce soit particulièrement distinctif par rapport à vos concurrents et surtout c'est absolument pas pertinent par rapport au produit puisque par définition dans une feuille de papier il n'y a pas de plastique. Donc il faut vraiment que ce soit pertinent. Peut-être que ça vous semble évident en m'écoutant, hein, mais je vous assure que ça ne l'est pas quand on voit certaines publicités qui le sont. C'est pas du tout une critique que je fais, c'est juste que parfois, quand on veut communiquer, on est vraiment enthousiaste sur son produit, on a envie, voilà, de faire valoir certains aspects, mais il faut, voilà, parfois prendre un peu de recul et apprécier l'impact général du produit par rapport à l'ensemble de son cycle de vie. Un autre élément qui est important, c'est qu'il ne faut pas que votre allégation, comment dire, soit équivalente, j'ai écrit soit équivalente aux exigences imposées par la loi. C'est ce qui est écrit dans la directive. Je m'explique. Vous avez par exemple, depuis la loi AGEC, l'obligation dans les fast-foods de proposer de la vaisselle réutilisable. Bon, bah, si aujourd'hui McDonald's ou Burger King nous font une publicité en disant venez chez nous parce que nous on propose de la vaisselle réutilisable, ça, c'est une allégation environnementale trompeuse. C'est une obligation légale, donc ça n'a rien de distinctif par rapport à vos concurrents, ça n'a rien de distinctif du tout, c'est une obligation. Donc vous ne devez pas communiquer sur une obligation comme si c'était quelque chose que vous-même faisiez de façon spontanée ou particulière, parce que tout le monde doit le faire, en tout cas tout le monde dans votre secteur. Ça a un lien avec l'item suivant qui est en gros, vous devez démontrer que votre produit se distingue par rapport à la concurrence sur l'allégation que vous êtes en train de présenter. Pareil, c'est un peu évident, ça rejoint tout ce que je viens de vous dire, vous devez vous démarquer par rapport à la pratique courante. Si jamais c'est quelque chose que tous vos concurrents font, bon, il n'y a pas de raison que vous le mettiez en avant particulièrement. Ensuite, vous devez indiquer si l'amélioration de ce petit point, par exemple, si vous avez amélioré les émissions carbone, a entraîné, à contrario, un impact négatif sur l'environnement, sur d'autres aspects. Par exemple, je ne sais pas, sur l'utilisation de l'eau, parce que vous avez changé de procédé de fabrication et que finalement, même si ça implique des émissions de CO2 moindres, vous avez beaucoup plus d'eau qui est impliquée dans le processus de fabrication. Donc ça doit faire partie des informations que vous donnez aux consommateurs. Et enfin, sur la question des émissions de gaz à effet de serre, j'y reviendrai. Il y a tout un pan là-dessus et c'est vraiment un point sur lequel la Commission européenne a voulu s'appuyer parce que c'est quelque chose qui est particulièrement trompeur pour les consommateurs. Toute la question des neutres en carbone, émissions de gaz à effet de serre, etc. Lorsque vous faites une allégation sur les émissions de gaz à effet de serre de votre produit, tout ce qui est compensation d'émissions de gaz à effet de serre, ça doit être mis à part. Il y a réduction et il y a compensation. Compensation, vous savez, c'est vous achetez des crédits carbone notamment. La Commission estime que la compensation d'émissions de gaz à effet de serre a finalement une valeur moindre sur, on l'a vu avec les différents scandales, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais voilà, sur les crédits carbone qui finalement n'apportent pas vraiment de compensation sur le plan des émissions. La Commission estime que ce n'est pas forcément quelque chose qui est à mettre sur le même plan, par exemple, que la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans la chaîne de valeur. Donc, elle veut que ce soit clairement distingué. Cette évaluation de manière générale, j'ai écrit PME, c'est une erreur, c'est les micro-entreprises qui sont exclues de cette obligation, sauf si elles souhaitent obtenir le certificat de conformité dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est obligatoire. Elles n'ont pas à réaliser toute cette évaluation. C'est évidemment dans l'esprit de quand vous êtes une toute petite entreprise, vous n'avez pas à supporter des règles qui seraient vraiment trop lourdes par rapport à la structure que vous êtes. Je fais un petit point particulier sur les allégations comparatives. Alors, c'est quoi une allégation comparative? Tout simplement, c'est lorsque vous dites mon produit est meilleur que celui du concurrent. Du fait de la nature particulière de ces allégations-là, vous devez bien évidemment remplir tous les critères d'évaluation que je viens de citer, mais vous devez ajouter, comment dire, un processus d'évaluation d'honnêteté intellectuelle. Je le résumerai comme ça. C'est-à-dire que les informations que vous donnez sur votre produit, vous devez avoir récupéré les mêmes informations sur le produit du concurrent. Vous devez avoir eu la même façon de chercher les données. Vous devez avoir couvert les mêmes étapes de la chaîne de valeur et avoir couvert toute la chaîne de valeur.
et vous devez avoir utilisé les mêmes hypothèses d'utilisation pour la comparaison avec les produits, les négociants avec lesquels vous comparez votre produit ou vos activités. Globalement, ça se résumerait en vous devez être honnête intellectuellement quand vous faites une comparaison avec votre concurrent. Une autre chose qui est importante, c'est que vous ne pouvez pas comparer votre produit avec un produit qui aurait disparu du marché, qui ne serait plus disponible, sauf si vous démontrez que vraiment il y a eu une évolution fulgurante dans les 5 dernières années. Autre point important, et je vous disais que j'allais faire un petit focus là-dessus, c'est les allégations climatiques. Je vous l'ai dit, la Commission estime que les allégations sur les émissions de gaz à effet de serre se trouvent parmi les plus trompeuses pour les consommateurs parce qu'elles sont déjà utilisées à foison et elles sont souvent utilisées à foison par les industriels qui ont les industries les plus polluantes. Personnellement, en tant que consommatrice, j'ai pu observer des allégations climatiques pour des publicités sur l'aérien, sur les voitures, sur même la construction, le ciment. On sait que ces secteurs sont parmi les plus émetteurs de CO2 et pourtant ce sont ceux qui font le plus d'allégations climatiques. Donc la Commission a prévu des critères supplémentaires pour ce type d'allégations, en plus de tous les critères que je viens d'évoquer. Donc la première chose, c'est que par rapport aux émissions totales qui sont alléguées, vous devez préciser, encore une fois, séparer ce qui relève de la compensation. Et parmi ces compensations, quel est le type de projet de compensation qui est prévu? Est-ce que ce sont des réductions ou est-ce que ce sont des absorptions d'émissions? Alors là, je pense par exemple, lorsque vous achetez un billet d'avion, parfois il vous est proposé de compenser les émissions émises par votre trajet en achetant, en finançant un projet de compensation carbone, par exemple un projet de reforestation. Vous allez devoir, si vous êtes la compagnie aérienne et que vous souhaitez communiquer sur cette initiative, vous devez bien évidemment préciser qu'il s'agit d'une opération de compensation et non pas d'évitement. Une opération d'évitement serait par exemple été, on a supprimé tous nos vols, on a supprimé 2 vols par jour, par exemple, je dis n'importe quoi. La compensation, c'est ça, c'est ne pas finalement changer le cours des choses, le cours de votre activité, mais compenser votre activité par des actions donc de réduction ou d'absorption d'émissions. Et si vous souhaitez communiquer encore une fois sur ces opérations de compensation, vous devez prouver que vous disposez d'une méthodologie appropriée pour garantir que voilà, une vraie compensation derrière, qu'il y a une vraie intégrité de la comptabilité de cette compensation et de la comptabilité des émissions qui auront été absorbées, toujours dans un objectif de transparence. Donc là, c'est pareil. Vous avez tout intérêt à vous adjoindre les services de labels, etc., qui sont spécialisés, qui sont sérieux, qui vous permettent de tracer véritablement la compensation de ces émissions. Voilà pour les règles concernant les allégations environnementales et la communication autour de ces allégations environnementales. Maintenant, concernant les labels environnementaux. Je vois un petit peu, excusez-moi. La grosse nouveauté de la directive, c'est l'interdiction et la limitation des nouveaux labels. La directive y va assez fort, je dois dire, puisque aucun nouveau label environnemental ne pourra être créé par les pouvoirs publics des États membres quand la directive sera transposée. Aucun nouveau label national. Aucun. Il y en a déjà trop. On ne fait plus de label national. Alors, les anciens pourront continuer à exister s'ils répondent aux critères de la directive que je vais vous exposer après. Mais il n'y aura plus aucun nouveau label créé par les pouvoirs publics à compter de la transposition de la directive. Quand ces labels sont créés par des États tiers, donc qui ne sont a priori pas forcément, qui ne sont pas dans l'Union européenne, tout simplement, ils devront être approuvés par la Commission européenne et ils devront prouver la vraie valeur ajoutée par rapport aux labels existants en fait, dans l'Union européenne, à compter, pareil, de la transposition de la directive. Donc ça, c'est pour tous les labels publics. Maintenant, les labels privés. Alors là, vous en avez mais une palanquée. J'ai l'impression que toutes les entreprises aujourd'hui ou tous les groupements d'entreprises cherchent à développer leur propre label privé, leur propre
voilà, méthodologie, d'impact, et parfois ça part d'une excellente intention. Sachez que tous les nouveaux labels privés devront désormais démontrer leur valeur ajoutée sur le plan environnemental pour être approuvés. Si votre label n'a pas de valeur ajoutée, il ne pourra pas être accepté, il ne pourra pas être approuvé. Donc, pareil, une limitation drastique de tous les nouveaux labels privés et surtout de tous les nouveaux labels privés qui finalement n'apportaient pas vraiment grand-chose et avaient seulement vocation à s'auto-labelliser pour certaines entreprises peu scrupuleuses, dont je suis sûre qu'aucune ne nous écoute à l'heure actuelle. Alors, pour les labels, c'est un petit peu la même chose que pour les allégations environnementales. Ils devront être justifiés et vérifiés en amont par un organisme certificateur tiers. Donc, c'est la même chose que pour les allégations environnementales. Vous devez être en mesure de justifier le label et vous devez l'avoir vérifié avant que le label existe par un organisme certificateur tiers. Donc là, c'est le processus de labellisation qui doit être vérifié en amont, pas seulement évidemment l'allégation de temps. Alors, quels sont les critères de ce processus de labellisation? C'est important parce que là, ces critères, ils ne concernent pas seulement les nouveaux labels qui vont être créés, mais tous les labels environnementaux qui existent. Donc, si vous êtes une entreprise qui a un label plusieurs labels pour certains de ses produits, ou si vous êtes une entreprise qui délivre des labels, vous devez vérifier que vous remplissez ces critères. Quels sont-ils? D'abord, toutes les informations, il y a un peu un principe de transparence des informations quant au label. Qui détient le label? Qui décide dans ce label? Quels sont les objectifs de ce label? Quelles sont les exigences? Quelles sont les procédures de contrôle du label? Ça doit être transparent. Ça doit être accessible gratuitement à tous. Ça doit être facile à comprendre et ça doit être suffisamment détaillé. Ça ne doit pas être flou, ça ne doit pas être vague, ça ne doit pas être opaque. Ensuite, les conditions d'adhésion au label doivent être proportionnées à la taille et au chiffre d'affaires des entreprises pour ne pas exclure les petites et moyennes entreprises. Ensuite, votre label et ses exigences doivent avoir été élaborées par des experts qui peuvent en garantir la solidité scientifique. Je résumerai ça et vous me passerez l'expression par « il ne peut plus y avoir de label bullshit ou fumeux ». Les labels doivent avoir été élaborés par des experts et plus que ça, le label et son élaboration et ses exigences doivent avoir été soumis à consultation d'un groupe hétérogène de parties prenantes. Ça veut dire société, mais également société civile, ONG, pourquoi pas collectivité territoriale si ça se justifie, à voir ce que les États membres estimeront pertinent dans ce groupe de parties prenantes. Et ce groupe aura été consulté pour justifier de la pertinence du label par rapport à la société. Deux choses qui sont particulièrement importantes, c'est que le label, parce que tous les labels aujourd'hui ne disposent pas de ces types de mécanismes, la première chose, c'est que le label doit justifier d'un mécanisme de règlement des plaintes et des litiges, et il doit justifier d'une procédure pour traiter les cas dans lesquels les critères, les exigences du label ne sont plus respectés et dans lesquels le label doit être retiré ou suspendu. C'est important parce qu'aujourd'hui, alors il y a des labels qui font des contrôles très réguliers, je pense par exemple au label agriculture biologique qui est pour le coup un label extrêmement sérieux, qui prévoit tout ce type de choses, de procédures de contrôle et de retrait en cas de non-respect. Mais ce n'est pas la majorité des labels. Vous avez aujourd'hui tout un tas de labels pour lesquels vous obtenez le label au début et ensuite, il n'y a pas vraiment de procédure de contrôle et encore moins de procédure de sanction si jamais le contrôle révélait que vous ne respectiez plus les critères du label. Donc ça, c'est vraiment deux choses sur lesquelles il faut réfléchir en amont. On va le voir, la directive, elle ne va pas entrer en vigueur tout de suite, donc ce n'est pas quelque chose qui est applicable aujourd'hui. Mais lorsque vous êtes une entreprise qui délivre des labels ou si vous avez des labels dans vos produits, il faut que vous rapprochiez de ces labels pour savoir s'ils ont déjà en place ces procédures et s'ils comptent les mettre en place parce que c'est vraiment important. Si ce n'est pas le cas, le label pourrait être retiré, n'aura plus de valeur. Alors, on en finit avec l'entrée en vigueur de la directive et ses sanctions. Là, je parle juste de l'entrée en vigueur de la directive Green Claims. Donc, les sanctions sont déterminées par les États membres. Donc, les États membres, puisque je ne l'ai pas rappelé au départ, mais c'est une directive, ce qui signifie que
elle devra être transposée par les États membres, elle n'est pas applicable en tant que telle directement dans chaque État membre. Chaque État membre va prendre la directive et mettre en œuvre sur son territoire national une loi, des règlements, des décrets pour l'appliquer sur son territoire. Donc ce sont les États membres qui ont une certaine liberté d'appréciation et d'application, de mise en application de cette directive. Cette directive donc impose que les sanctions que les États membres vont mettre en vigueur seront notamment des amendes. Les amendes devront être en mesure de priver les opérateurs des revenus de l'infraction. C'est-à-dire que si vous avez gagné X euros par rapport à la publicité que vous avez mise et qui n'est pas conforme aux règles sur les allégations environnementales, l'amende doit être en mesure de vous priver de ce revenu. Les sanctions prévues par les États membres doivent également prévoir l'exclusion des procédures de marché public. Vous voyez que ça peut être extrêmement fort. Vous communiquez mal sur l'impact environnemental de votre produit, vous pouvez être exclu jusqu'à 12 mois des procédures de marché public. Pour certaines entreprises, c'est extrêmement, extrêmement sévère. Quand va entrer en vigueur cette directive ? Alors, elle devra être transposée obligatoirement 18 mois après l'entrée en vigueur de la directive et 24 mois après, les dispositions nationales devront entrer en vigueur. Donc, si on table sur une entrée en vigueur de la directive, soyons optimistes, fin 2024, je pense qu'on peut tabler pour une entrée en vigueur de ces sanctions et de cette directive de manière générale, fin 2026. Donc, vous voyez, ce n'est pas tout de suite, mais vous comprenez aujourd'hui qu'au vu des changements majeurs qu'implique cette directive et son application en droit national, vous allez devoir, si vous êtes une grosse entreprise qui fait beaucoup de communication, et même si vous êtes une petite entreprise, anticiper l'entrée en vigueur de cette directive, faire déjà un état des lieux en fait de votre communication. Est-ce que vous utilisez des labels? Est-ce que vous utilisez des allégations environnementales? Si oui, est-ce qu'elles remplissent d'ores et déjà les critères de la directive? Commencez déjà à vous mettre en fait dans l'état d'esprit de la directive, quitte à ensuite faire des ajustements au moment où ce sera transposé en droit national, parce qu'il y aura forcément des petits ajustements, mais si déjà vous vous mettez dans l'état d'esprit de cette directive, franchement, vous n'avez pas grand-chose à craindre. Voilà. C'est cet état d'esprit qu'il faut bien comprendre et implanter en fait, pas seulement au niveau des directions juridiques, mais surtout au niveau des services marketing et communication. Donc voilà, j'en ai terminé avec ce que je voulais vous dire. On a fait un petit panorama général de cette directive et je vous laisse m'adresser vos questions si vous en avez. Alors, on a déjà une remarque. Donc, je pense au moment où on parlait des chaînes de fast-food et de la vaisselle recyclable, une personne qui nous dit « C'est pourtant ce que font beaucoup de marques en écrivant, par exemple, pas de colorant ou de sucre ajouté conformément à la réglementation en vigueur. » C'est ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'elles écrivent conformément à la réglementation en vigueur. Ça m'amuse toujours au petit déjeuner. Sur les boîtes de jus de fruits, il y a toujours écrit, enfin les bouteilles de jus de fruits, il y a toujours écrit sans sucre ajouté. Conformément à la réglementation en vigueur. Oui, puisque dans tous les cas, vous n'aviez pas le droit d'ajouter du sucre. Et c'est pour ça qu'avec cette petite incise conformément à la réglementation en vigueur, vous pouvez un peu contourner cette obligation. C'est effectivement ce que font beaucoup de marques. Autre question, assiste-t-on à l'heure actuelle à une multiplication des actions en justice pour greenwashing? Complètement. C'est vraiment, on l'observe, mais ça, de toutes parts. Si vous êtes une entreprise, protégez-vous, vous êtes assaillis de toutes parts. C'est aussi parce que les associations ont assez peu de portes d'entrée finalement contre les entreprises. Aujourd'hui, on a eu des recours judiciaires contre l'État pour inaction climatique. On a des premiers recours contre les entreprises, mais le fondement juridique, finalement, c'est un fondement juridique qui est solide, celui du greenwashing. Vous avez le fondement des pratiques commerciales trompeuses, vous avez une doctrine qui se construit petit à petit, une société aussi qui évolue par rapport à ces questions. Donc finalement, le climat, sans mauvais jeu de mots, pour les associations est idéal pour attaquer les entreprises sur des allégations environnementales qui seraient trompeuses. Et finalement, on les comprend puisque si tout le monde fait des allégations environnementales et même les entreprises qui n'ont pas forcément une vraie démarche vertueuse,
bon, bah, les allégations environnementales des entreprises qui, elles, ont une vraie démarche, n'ont plus de valeur. Donc, je ne pense pas que ce soit un mouvement qui est négatif en soi, mais par contre, c'est un mouvement dont il faut impérativement être conscient quand vous communiquez, pas pour avoir peur, parce qu'il y a une pratique presque inverse qui a été théorisée en droit anglais, qui s'appelle le greenwashing, du verbe, du mot hush, qui veut dire chute. C'est-à-dire que les entreprises vertueuses n'osent presque même plus communiquer de peur de se voir taper sur les doigts. Alors, il faut bien évidemment pas tomber dans ce travers-là, mais il faut être absolument conscient qu'aujourd'hui, le greenwashing, c'est le mode d'action numéro 1 des associations en termes de nombre. C'est vraiment sur le plan quantitatif, c'est vraiment, je dirais, le mode d'action privilégié parce que c'est assez facile. Voilà. Oui, c'est assez facile comme mode. Donc, c'est largement utilisé. Une autre question. Les sanctions prévues par la directive Green Claims sont très sévères. Pensez-vous qu'elles auront pour autant un fort effet dissuasif, notamment pour les très grands groupes? Bah, c'est toujours la question. Aujourd'hui, est-ce que vous considérez que l'aspect réputationnel est suffisant? Les entreprises aujourd'hui peuvent toujours dire bon, bah, les avis qui sont rendus par le JDP ne sont pas contraignants. L'avis d'une ONG sur le fait que je fais du greenwashing, bon, bah, c'est quelqu'un qui est partisan, qui a un parti pris. Quand vous êtes condamné à une amende, c'est toujours la même chose. En termes réputationnels, c'est un peu plus fort. Si l'amende est suffisamment contraignante sur le plan financier, oui, ça pourra avoir un impact. Je fais un parallèle. On pourra toujours dire que c'est jamais suffisant. De toute façon, les sanctions, on pourra toujours estimer, surtout pour des grands groupes, effectivement, vous l'avez très bien rappelé, qui ont des ressources a priori très très conséquentes. Et donc une amende même de 100 000 euros, pour eux, c'est pas forcément quelque chose de très fort. Je pense quand même que ça reste très important d'avoir des sanctions importantes. Et je pense que des vraies sanctions imposées par le législateur et qui seraient condamnées, enfin voilà, qui seraient imposées par un tribunal, ont un impact plus fort que des sanctions simplement réputationnelles. Je vous prends l'exemple du règlement déforestation parallèle, qui vient d'ailleurs de faire l'objet aussi d'un nouveau règlement européen. Il y a plein de choses qui se passent au niveau européen, c'est passionnant. Vous avez 2 entreprises qui ont été condamnées très récemment à des amendes de 100 000 euros. Une entreprise qui a été condamnée notamment à une amende de 100 000 euros, plus des dommages et intérêts aux associations. Je crois qu'on est monté à 130 000 euros. Alors, on vous dit c'est une goutte dans l'océan de ce que faisaient ces entreprises comme profit parce qu'elles avaient importé du bois issu de la déforestation illégale. Ce sont des décisions qui ont eu quand même un retentissement dans la presse majeur. Donc, c'est-à-dire, quand je dis majeur, ça veut dire que ça dépasse la presse spécialisée sur l'environnement ou la presse locale. Donc, ça va jusqu'au Monde, ça va jusqu'aux quotidiens nationaux. Quand vous avez des chiffres comme ça, sanctions de 100 000 euros, sanctions de 500 000 euros, ça fait du bruit. Donc, je pense quand même que ça compte. Même si vous avez raison, c'est pas ça qui va couler Total, c'est pas ça qui va couler BNP ou L'Oréal ou tous ces grands groupes-là. Je pense quand même que et ces grands groupes ont quand même une vocation à vouloir éviter ce type de sanctions. Donc, oui, je pense que ça reste pertinent. Est-ce que c'est suffisant? Je ne sais pas. Honnêtement, je ne suis pas Madame Irma non plus. Je ne peux pas vous dire si ce sera suffisant pour pallier ces comportements voilà, qui sont défectueux en fait dans la communication. Est-ce que les communications corporate et institutionnelles sont également concernées ou est-ce uniquement la communication produit? Toutes les communications sont concernées. C'est une excellente question parce que c'est vrai que je ne l'ai peut-être pas bien expliqué, mais ce n'est pas seulement la communication produit, c'est la communication, point. C'est-à-dire le nom de votre entreprise peut être concerné. La communication que vous faites sur les actions de l'entreprise de manière générale, pas seulement sur tel ou tel produit, mais par exemple, votre entreprise a participé à un programme de soutien dans un pays X pour installer des panneaux solaires, c'est n'importe quoi. Ça n'est pas lié forcément à un produit,
mais c'est lié à une action de soutien qu'a fait votre entreprise. Cette communication est concernée. Toute la communication est concernée. C'est vraiment extrêmement large, à l'heure actuelle en tout cas. Donc, vous devez faire une évaluation aujourd'hui de toute votre communication, pas seulement de votre communication produit. Sur votre site internet, qu'est-ce que vous avez comme mention? Sur votre, même en interne, qu'est-ce que vous avez comme mention? Alors, en interne, évidemment, c'est pas communiqué au public, mais ça procède d'un état d'esprit que vous devez avoir en tête. C'est également la communication corporate institutionnelle. Ça, c'est vraiment très important à avoir en tête, effectivement. Est-ce qu'il y a eu des affaires en justice devant la CJUE concernant le greenwashing? Est-ce que les affaires du Dieselgate portées devant la CJUE ont abordé le greenwashing? Wow. Oui, il y a déjà eu des affaires. Là, franchement, vous donner toutes les références, ce serait un peu compliqué. Le Dieselgate, de mémoire, ne portait pas exclusivement sur le greenwashing, mais plutôt sur le non-respect, en fait, par Volkswagen notamment et les opérateurs auto, des procédures de vérification et des limites d'émission. Toute la question était autour des limites d'émission qui n'étaient pas véritablement respectées. Donc, on était plus sur un non-respect de la réglementation émission que sur du greenwashing, de mémoire. On n'a plus d'autres questions. Eh bien, c'est parfait. Écoutez, je vous remercie pour votre écoute et vos questions. Si vous en avez d'autres, vous pouvez toujours nous écrire sans aucun souci. Margot nous transmet de toute façon toutes vos doléances à chaque fois. Donc, merci beaucoup d'avoir suivi ce webinaire et je vous dis à bientôt peut-être pour un prochain webinaire en votre compagnie. Très bonne journée. Au revoir.